individu lourdement armé a-t-il pu s'introduire dans l'un des périmètres les plus sécurisés de la planète avec une facilité déconcertante? Pourquoi les avertissements explicites de la famille du suspect ont-ils été ignorés par les services de renseignement avant le premier coup de feu? Et enfin, cette attaque est-elle le déclencheur d'une mutation irréversible du pouvoir exécutif américain? Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce décryptage exceptionnel. Aujourd'hui, on plonge dans l'attaque du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. On a épluché les manifestes, les documents de justice et les témoignages de survivants pour comprendre ce que les médias grand public ne vous disent pas. Préparez-vous car la réalité derrière ce samedi 25 avril est bien plus complexe qu'une simple faille de sécurité. Samedi dernier, 20h30, au Washington Hilton, l'élite politique et médiatique est réunie pour le prestigieux White House Correspondents' Dinner. Donald Trump, pour la première fois de ses mandats, est présent. Autour de lui, Melania, le vice-président Vance et l'intégralité de la ligne de succession gouvernementale. L'ambiance est au rire, jusqu'à ce que 5 coups de feu déchirent le brouhaha des cliquetis d'assiettes. Un homme, Cole Thomas Allen, 31 ans, vient de forcer un point de contrôle. Le profil de l'assaillant est glaçant. Un ingénieur diplômé de Torrance, en Californie, qui s'était enregistré comme client de l'hôtel la veille. Selon les rapports du FBI, il a transporté un fusil démonté directement dans sa chambre avant de descendre vers la salle de bal. Mais le plus troublant reste l'aspect prémédité. Quelques jours plus tôt, Allen envoyait un manifeste à sa famille, détaillant ses griefs et ses cibles, principalement des membres de l'administration. Malgré un signalement de sa propre sœur aux autorités de Montgomery County, Allen a pu agir. Un agent du Secret Service a été touché, sauvé in extremis par son gilet pare-balles, tandis que le président était évacué dans un chaos indescriptible. Ce n'est pas seulement un acte de violence isolé. C'est le point culminant d'une tension qui couvait depuis des mois, impliquant des failles logistiques majeures et une radicalisation documentée qui n'a pas été stoppée à temps. L'enquête est désormais entre les mains du procureur Todd Blanche. En surface, l'image est celle d'un triomphe du Secret Service face à une menace immédiate. On nous vend l'héroïsme d'un agent qui a pris une balle pour protéger la démocratie. Les gros titres se concentrent sur la survie du président et la capture rapide du loup solitaire. Trump, dès le lendemain, s'affiche en résilient, déclarant sur Truth Social que le gilet a fait le travail. C'est la réponse classique à notre première question. La sécurité a fonctionné car le pire a été évité. Cependant, cette narration simpliste occulte la panique réelle dans la salle de bal de 2600 personnes. Des journalistes, comme Wolf Blitzer, se sont retrouvés à quelques mètres du tireur, se cachant dans des toilettes. Ce que vous voyez sur vos écrans, c'est un débat polarisé sur la rhétorique. D'un côté, on blâme le langage incendiaire de la gauche et des expressions comme le maximum warfare utilisé par Hakeem Jeffries. De l'autre, on pointe du doigt le passé de Trump et ses attaques répétées contre la presse. La surface est saturée par ce ping-pong politique où chaque camp tente de transformer un drame en capital électoral. On analyse le manifeste comme l'œuvre d'un fou, sans interroger le système qui lui a permis de dîner et de dormir à quelques étages de sa cible. La surface est une distraction, un voile posé sur des questions logistiques bien plus dérangeantes que nous allons maintenant soulever. C'est ici que les choses deviennent sombres. En coulisses, l'enquête révèle des failles de sécurité alarmantes, pour reprendre les mots du rédacteur en chef du Daily Beast, Hugh Doherty, qui logeait dans la chambre voisine du suspect. Comment un homme avec un fusil peut-il circuler dans un hôtel abritant le président? La réponse est technique. Toute personne possédant une clé de chambre pouvait accéder au niveau de la salle de bal. Le périmètre de sécurité avait un trou béant, et ce n'était pas un accident, mais une vulnérabilité structurelle des hôtels commerciaux. Mais à qui profite ce chaos? Regardez la vitesse de la réaction législative. Moins de 14 heures après les tirs, le sénateur Tim Sheehy introduisait déjà une loi pour approuver la construction d'une salle de bal privée et ultra sécurisée au sein même de la Maison-Blanche. Un projet de 400 millions de dollars qu'un juge fédéral avait bloqué quelques mois plus tôt pour construction illégale. Soudain, grâce à cette fusillade, l'argumentaire sécuritaire devient imparable. On ne peut plus protéger le président dans des hôtels publics, c'est le nouveau mantra. Il y a aussi l'aspect judiciaire. Le manifeste d'Allen est une mine d'or pour l'administration. En le qualifiant d'acte antichrétien et en liant le suspect à des mouvements de protestation comme No Kings, l'exécutif peut désormais justifier une surveillance accrue des groupes dissidents domestiques.
Les coulisses montrent une administration qui utilise un traumatisme réel pour contourner des décisions de justice et accélérer un agenda de fortification du pouvoir. La famille d'Allen avait prévenu le Secret Service et la police de Montgomery, mais l'information semble s'être perdue dans les méandres bureaucratiques. Cette incompétence apparente sert paradoxalement les intérêts de ceux qui réclament plus de fonds, plus de bâtiments secrets et moins de comptes à rendre aux tribunaux civils. On passe d'une faille de sécurité à une opportunité politique majeure. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing. L'impact immédiat, c'est la fin du dîner des correspondants tel que nous le connaissions. Ce bastion de la liberté de la presse, où journalistes et politiciens plaisantent ensemble, est désormais marqué par le sang et la méfiance. Mais le véritable séisme est institutionnel. À l'avenir, attendez-vous à ce que le président ne paraisse plus jamais dans un lieu non strictement contrôlé par l'armée. L'exécutif va se replier dans une bulle hermétique, isolant encore plus le sommet de l'État du reste de la société. Les répercussions futures touchent aussi votre vie numérique. L'enquête sur Allen se concentre sur les algorithmes de radicalisation. On va voir fleurir des régulations plus strictes sur les langages haineux en ligne, en utilisant cet incident comme preuve ultime que la rhétorique tue. La réponse à notre troisième question est claire, l'appareil sécuritaire va s'étendre. Le projet de salle de bal de la Maison-Blanche, symbole de cette isolation, sera probablement voté par consentement unanime, écrasant les objections sur la conservation historique ou le coût pour le contribuable. Nous entrons dans une ère de sécurité maximale où la frontière entre protection et paranoïa d'État devient inexistante. Le précédent est posé, une faille de sécurité dans un hôtel peut changer la loi fédérale en une nuit. C'est une transformation profonde de la gouvernance démocratique vers un modèle de forteresse où le dialogue public est sacrifié sur l'autel de la survie physique des élites. Il y a un point que les médias évitent soigneusement, le rôle de la monnaie de l'indignation. Cole Allen n'est pas seulement un produit de ses propres convictions, il est le produit d'un système économique numérique qui récompense l'outrance. Son manifeste utilisait un langage que l'on retrouve mot pour mot dans les chambres d'écho de réseaux sociaux majeurs. Ce que personne ne vous dit, c'est que les plateformes qui l'ont radicalisé sont les mêmes qui ont ensuite diffusé en boucle les images de l'attaque pour générer des clics. On assiste à une boucle de rétroaction toxique où le profit numérique alimente la violence physique qui à son tour justifie une surveillance numérique accrue. Le vrai danger n'est pas seulement un homme avec un fusil, c'est une infrastructure de communication mondiale qui a transformé la haine politique en l'actif financier le plus rentable de notre siècle. En résumé, l'attaque du Hilton n'est pas seulement l'histoire d'une faille de sécurité ou d'un tireur isolé. C'est l'histoire d'un système qui se craquelle sous le poids de sa propre polarisation et d'un pouvoir qui utilise ses fissures pour se renforcer. Entre les avertissements ignorés de la famille Allen et la rapidité suspecte des nouvelles lois sur le ballroom présidentiel, il y a de quoi se poser des questions. Et vous, pensez-vous que cette sécurité accrue soit nécessaire ou est-ce un pas de plus vers l'isolement du pouvoir? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour la suite de l'enquête et on se retrouve très vite.